Le réchauffement climatique est une réalité indéniable, documentée par les scientifiques, et pourtant, il est parfois contesté par certains. 2025 a été la 3e année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde et en Europe, selon le bilan de l'Observatoire européen du climat Copernicus. Mais pour certains, ces chiffres ne suffisent pas et certains en profitent pour désinformer. Il y a urgence à agir sur cette désinformation climatique, dit le Forum sur l'information et la démocratie, qui regroupe 11 organisations et centres de recherche. Il vient de sortir un rapport à ce sujet. On en parle aujourd'hui sur Euradio avec la Policy Director du Forum sur l'information et la démocratie. Bonjour Katharina Zügel. Bonjour, merci de m'accueillir. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est le Forum pour l'information et la démocratie ? Le Forum sur l'information et la démocratie a été créé en 2019 par Reporters sans frontières et d'autres organisations, vraiment venant de cette compréhension qu'il ne suffit plus de défendre les journalistes et la liberté de la presse si aujourd'hui notre espace d'information est géré et gouverné par des intérêts privés. C'est eux qui décident de la visibilité des articles et des médias, c'est eux qui ont un impact de plus en plus important sur la soutenabilité des médias. Et donc le forum a été créé pour s'attaquer à ce sujet. Et nous, aujourd'hui, on est une structure assez innovante qui regroupe d'un côté un groupe d'organisations de la société civile et qui d'autre côté gère un partenariat international de 57 pays du monde entier qui se sont mis d'accord pour travailler ensemble pour mettre en place des garanties démocratiques dans cet espace informationnel. Et donc concrètement, vous allez voir les gouvernements notamment pour faire en sorte qu'ils protègent mieux les journalistes. Concrètement, on travaille avec eux pour réfléchir de comment faire. En fait, quels devront être les grands principes qui gouvernent cet espace et comment les traduire en politique publique très concrète. Quel type de politique, quel type de réglementation. Donc, par exemple, dans le passé, nous avons œuvré beaucoup sur la mise en place du Digital Services Act qui existe depuis 2 ans maintenant en Europe. Ce règlement de la Commission européenne, justement, pour réguler les plateformes numériques ? Exactement. Et c'est un règlement assez unique dans le monde qui fête ses 2 ans, il y a 2 jours, et qui met en place des règles très strictes sur la transparence, sur la gestion des risques systémiques. Et ça, c'est un des sujets dont on va parler aujourd'hui dans le rapport, parce que c'est un règlement qui peut être utilisé pour lutter contre la désinformation climatique. On va parler effectivement de ce rapport, mais j'ai lu que parfois on appelait le Forum sur l'information et la démocratie le GIEC de l'information. Le GIEC, c'est ce groupement de scientifiques au niveau mondial sur le climat. Qu'est-ce que vous pensez de cette appellation, de cette comparaison GIEC de l'information ? En fait, c'était exactement ça qu'on voulu faire avec un gros projet de recherche qu'on a mené et dont on a sorti le rapport il y a exactement 1 an, qui a regroupé toute la recherche sur l'espace informationnel. On voulait créer une sorte de consensus et savoir qu'est-ce qu'on sait en fait sur ces transformations. Est-ce que ce sont les algorithmes qui amènent à la polarisation ? Est-ce que c'est la désinformation en ligne qui renforce la polarisation ou est-ce que c'est vraiment plutôt juste un reflet de la société ? Donc on a rassemblé plus que 400 chercheurs pour rassembler toute la recherche sur ce sujet et donc c'est le GIEC de l'espace informationnel. Et l'an dernier, lors du forum de Paris sur la paix auquel vous avez participé, il y a 29 États qui se sont engagés pour l'intégrité de l'information et les médias indépendants. Il y avait une conférence internationale sur ces 2 sujets-là. Quelles ont été les avancées obtenues par le forum et plus largement par les acteurs à cette conférence internationale ? Depuis la création du forum et la signature du partenariat, on voit qu'il y a surtout, depuis l'année dernière, de moins en moins, ou quelques pays qui ne veulent plus s'engager dans la coopération multilatérale, qui attaquent ouvertement toutes sortes de réglementations sur les réseaux sociaux et les plateformes. Et donc l'importance de cette conférence, c'est réunir à nouveau les États qui sont toujours engagés dans ce débat et dans ce combat et renforcer cette coopération multilatérale parce qu'on fait face à des entreprises qui agissent au niveau global et un pays toute seule a beaucoup de difficultés à mettre en place ces règles vis-à-vis ces grandes entreprises. Donc l'importance de cette conférence qui a réuni 5 chefs d'État et chefs du gouvernement, en plus d'une vingtaine de ministres des Affaires étrangères, de la communication, de la culture, c'était réaffirmer l'importance, d'une côté, de la
des règles démocratiques dans cet espace qui ne sont pas des règles de censure, mais des règles de la liberté de l'expression et le droit à l'information fiable. Et d'autre côté, renforcer l'engagement pour aussi soutenir financièrement les médias. Alors vous venez donc, le Forum sur l'information et la démocratie, de sortir ce rapport sur la désinformation climatique avec des priorités, 10 priorités pour lutter contre la désinformation. On reviendra sur ce volet proposition évidemment, mais pourquoi il y avait une urgence à parler de ce sujet, à parler de désinformation climatique ? Comme vous l'avez noté tout au début, malgré le fait qu'il y a un consensus scientifique, il y a la désinformation. Et cette désinformation, elle sert pour créer... Au début, elle servait surtout pour nier le fait qu'il y a un changement climatique. Et aujourd'hui, elle sert surtout à créer le doute sur ce changement et surtout sur l'importance de l'action humaine dans ce changement. Et donc, clairement, ça a un impact sur les politiques publiques, ça essaye d'influencer. Il y a un rapport qui est sorti qui montre que la désinformation climatique vient surtout des acteurs qui profitent des ressources fossiles, compostibles, et qui ciblent les politiques publiques et les policy makers pour empêcher les politiques pour le climat. Donc il y a... ce n'est pas un débat honnête sur les réseaux sociaux qu'on voit, mais on voit qu'en fait, il y a la désinformation climatique, elle est sophistiquée, elle est coordonnée, elle est financée, et en plus, elle est facilitée par la manière dont fonctionnent ces systèmes, qui donnent plus de visibilité au contenu qui fait peur, qui crée la polarisation, parce que c'est ça qui rémunère les plateformes. Donc, il y a une urgence pour s'assurer qu'en fait, on a un débat public et démocratique viable qui se base sur les faits pour choisir les politiques publiques qu'on veut vis-à-vis le changement climatique. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des acteurs qui essayent d'empêcher ce débat et qui essayent de montrer que les actions qu'eux, ils mènent, en fait, c'est dans l'intérêt de la population ou du climat. Et qui sont justement celles et ceux qui œuvrent pour la désinformation climatique. Vous avez parlé des acteurs. Qui sont plus précisément ces acteurs ? Il y a plusieurs acteurs. D'un côté, on a bien sûr certaines hommes et femmes politiques. On a d'autre côté des think tanks, des centres de recherche qui sont aussi financés souvent par certains acteurs. Et troisièmement, on a surtout les entreprises de combustibles fossiles. Donc vraiment les acteurs qui sont responsables pour le changement climatique, qui d'un côté soit désinforment, soit ils s'engagent dans le greenwashing, donc ils vont faire semblant qu'ils font des choses pour le climat ou pour la planète, malgré le fait que ce n'est pas le cas. Il y a des exemples très concrets que vous avez en tête de désinformation climatique, justement par des acteurs des énergies fossiles ? Là, j'avoue, j'ai pas un exemple on peut très penser spécifique. On peut penser à Total, par exemple, Total Energy, qui communique sur certains projets. Par contre, il y a surtout aussi des exemples autour de essayer de enlever la légitimité de certains activistes sur le climat, Greta Thunberg, ou par exemple une chose qu'on a vu beaucoup lors de la COP30 qui s'est passée l'année dernière au Brésil, c'est utiliser la COP pour créer la polarisation et délégitimiser le gouvernement en soi. Donc, au-delà du sujet du climat, donc le sujet du climat, elle est aussi utilisée pour créer la polarisation plus large dans la société. Comme c'est un sujet tellement polarisé, il s'est prêt à ce type d'action. Vous parlez des politiques, on peut penser aux États-Unis avec un président, Donald Trump, qui se dit ouvertement climato-sceptique. On l'imagine, ça n'aide pas justement à ce que la désinformation climatique ne prospère pas.
Donc effectivement, quand on est confronté à des hommes politiques qui nient le changement climatique, ça devient très difficile. Le problème, c'est qu'en plus de ça, il y a tout un contexte qui fait qu'on peut plus facilement croire ce que ce président dit, parce qu'il y a d'autres acteurs qui propagent ce même type d'information. Et il y a beaucoup de visibilité qui est donnée à ce type d'information. Il y a aussi de moins en moins de confiance dans les médias qui parlent de l'information climatique fiable. Donc, dans une situation où il y a de moins en moins de confiance dans les médias, il y a de moins en moins de confiance dans la science aussi, c'est beaucoup plus facile pour ces hommes politiques de propager ces mensonges et avoir un impact sur le débat public. On parle de désinformation climatique aujourd'hui sur Euradio et de ce rapport sorti il y a quelques semaines, publié par le Forum sur l'information et la démocratie. On en parle avec sa Policy Director, Katharina Zügel. Vous en parlez aussi dans le rapport, des menaces qui pèsent sur les journalistes environnementaux partout dans le monde. Quelles sont ces menaces aujourd'hui qui pèsent sur ces journalistes ? Donc, aujourd'hui, on voit des menaces d'un côté contre les journalistes qui s'intéressent à ces sujets, mais aussi des activistes. Il y a environ 44 journalistes environnementaux qui ont été tués lors des dernières 15 ans et autour de 2000 activistes environnementaux. Donc ça dépend un peu des pays et des régions, si ce sont que du harcèlement ou si ça va vraiment vers la violence et le meurtre. Et c'est surtout aussi des journalistes dans certaines régions qui sont plus menacés. Et on voit aussi que surtout les pays qui sont exporteurs, par exemple des fossil fuels, la liberté, énergies fossiles. Les énergies fossiles, dans ces pays-là, la liberté de la presse est souvent encore plus restreinte. Donc il y a vraiment... À quel pays vous pensez, par exemple ? Quels sont les pays aujourd'hui où parler d'environnement quand on est journaliste est plus dangereux qu'ailleurs ? On a travaillé avec un groupe de organisations de la société civile qui nous ont rapporté, par exemple, des menaces contre des journalistes au Népal, des menaces dans la région amazonienne au Brésil. Et après, il y a bien sûr aussi les pays comme l'Arabie Saoudite où faire le travail d'un journaliste, en général, au-delà de la question environnementale, est très, très dangereux. Oui, pas seulement sur la question climatique, effectivement. Dans ce rapport, vous faites plusieurs recommandations pour justement améliorer l'intégrité de l'information concernant les questions climatiques. Et pour cette intégrité de l'information, vous proposez de l'intégrer directement dans les cadres de gouvernance, dans la gouvernance climatique et environnementale. Pourquoi cette question-là de la gouvernance, elle est si essentielle dans la lutte contre la désinformation climatique ? Aujourd'hui, souvent, les politiques publiques pour le changement climatique et celles autour de la réglementation des plateformes sont ne pas penser ensemble. Et c'est qu'on s'est rendu compte, parce qu'on a fait un travail pendant 1 an, en fait, avec la présidence du Brésil et l'Arménie, avec des pays, et souvent, on s'est rendu compte que les ministères de l'environnement, ils se posent la question de comment lutter contre la désinformation, mais il n'y a pas encore les mêmes compétences sur ce sujet que dans les équipes qui traitent la régulation des plateformes. Et aujourd'hui aussi, on voit que on ne peut plus ignorer toute la campagne de la désinformation. On ne peut pas ignorer le besoin de renforcer le journalisme sur ce sujet, de renforcer l'éducation sur le climat. Donc il faut qu'on pense les politiques publiques du climat et de l'environnement plus larges et qu'on prend en compte ces menaces sur l'espace informationnel. Et donc à la COP30, pour la première fois, l'intégrité de l'information était reconnue comme un sujet, comme un des objectifs, et il y a une déclaration qui est sortie, qui est aujourd'hui signée par plus de 20 pays, y compris la France, l'Union européenne, pour vraiment agir sur tous ces volets-là. L'éducation, la protection des journalistes, la transparence du marché publicitaire et aussi la transparence des plateformes et leurs responsabilités. Et quel levier, vous parlez des plateformes, plus généralement les entreprises, quel levier utiliser pour que les entreprises ne se transforment pas en agents de la désinformation climatique ?
Vous parlez des plateformes ou des entreprises de manière générale. On parlait des entreprises productrices, notamment d'énergie fossile. Quelle régulation on doit mettre en place pour finalement qu'elles ne se transforment, ces entreprises, ces entités, en agentes de la désinformation climatique? Il faut agir sur 2 niveaux. D'un côté, sur ces entreprises et leur manière de faire du reporting sur des actions de climat, de l'environnement, pour avoir des cadres et des règles très claires qui empêchent le greenwashing. Il faut aussi beaucoup plus de transparence sur des actions de lobbying pour savoir qui essaie d'influencer quelle politique publique. Donc ça, c'est côté entreprise. D'autre côté, il faut agir sur les systèmes et les structures qui permettent à cette information de fleurir. Donc là, il faut une transparence, beaucoup plus de transparence sur les systèmes publicitaires. Il faut des principes comme Know Your Customer qui permet en fait aussi aux entreprises d'assurer que leur pub ne finance pas la désinformation. Il y a des études qui montrent que 80 milliards de dollars ont été perdus à cause des fraudes en 2023. Donc, on doit agir sur ces marchés. Et troisièmement, il faut agir sur les plateformes et leur fonctionnement qui ont des algorithmes qui poussent à l'engagement maximal et qui ne poussent pas à permettre à l'accès à l'information fiable, à une information pluraliste. Donc, il faut agir sur ces algorithmes, sur ces systèmes de recommandation et la responsabilité des plateformes dans la dissémination de ce type de contenu. Vous l'avez dit aussi, la lutte contre la désinformation climatique passera par l'éducation aux médias, à l'environnement. Comment on fait ça très concrètement? Comment on évite que la génération actuelle et la jeune génération, les futurs décideurs, décideuses de demain ne soient contaminés, si je peux utiliser ce mot, par la désinformation climatique? Donc, premièrement, c'est une éducation qui doit se passer pas que à l'échelle de l'école, mais pour toute la population, et qui doit prendre en compte 2 choses. Une, vraiment réapprendre où est-ce qu'on peut trouver l'information fiable. Donc, qui sont les ressources, comment vérifier des sources, et aussi vraiment travailler sur une diffusion beaucoup plus accessible, par exemple, des résultats des rapports des GIEC. Et 2, il y a besoin de faire une éducation sur comment fonctionnent les outils avec lesquels aujourd'hui on accède à l'information. Donc il y a d'un côté des réseaux sociaux avec leurs algorithmes qui nous montrent un certain contenu parce qu'on a un certain comportement. Et 2, il y a de plus en plus les IA génératifs qui sont utilisés de plus en plus pour accéder à l'information, mais qui ne fonctionnent pas sur la base du fact-checking, mais sur une base de probabilité du prochain mot. Donc, ces plateformes, il y a beaucoup des études qui le démontrent. Quelquefois, ils inventent des informations. Quelquefois, ils attribuent une certaine information à une média qui n'a pas du tout publié cette information. Donc, il y a besoin de vraiment éduquer sur comment fonctionnent ces outils et pourquoi il me propose un certain contenu et comment je peux évaluer si ce contenu est fiable ou pas. Et quels sont les échos que vous espérez avoir avec ce rapport qui est sorti il y a plusieurs jours maintenant? C'est quoi la suite après ce rapport, ce constat et les propositions que vous y faites? Ce rapport est surtout destiné au gouvernement et aux régulateurs dans le monde entier pour leur proposer une sorte de feuille de route des actions à entreprendre. Et on va continuer ce travail avec le partenariat. On est en train de faire une sorte d'état de lieu de où les différents pays sont vis-à-vis leur politique sur la lutte contre la désinformation climatique. Et donc, ces rapports, ils donnent des clés. Est-ce qu'il faut renforcer l'éducation aux médias et au climat? Quel type de réglementation à mettre en œuvre? Comment utiliser aussi celles qui existent déjà? Donc ça, c'est vraiment pour nous l'acteur principal qui est destinataire de ce rapport. Après, on veut aussi qu'il soit utilisé par d'autres chercheurs et d'autres organisations de la société civile pour faire du plaidoyer dans leur propre pays. Il y a aussi certaines actions à faire par les chercheurs. Par exemple, il faut qu'on utilise le règlement européen qui permet à accéder à des données des plateformes pour vraiment, et c'est un accès qui est très neuf, qui est possible depuis octobre dernier, faire des demandes auprès des plateformes pour avoir des données sur le changement climatique et les informations, pour mieux comprendre en fait
comment fonctionne la diffusion de ce type d'informations, qui sont les acteurs, quelles sont leurs techniques. Donc maintenant, comme on dit, la balle est dans le camp des gouvernements pour agir contre la désinformation climatique. C'est l'objet, je rappelle, de ce rapport qu'on peut retrouver sur le site internet du Forum sur l'information et la démocratie. Vous en êtes la Policy Director, Katharina Zugel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Euradio et de nous avoir parlé aujourd'hui de ce sujet important. Merci beaucoup à vous.